Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les week-ends et comme tous les samedis, on fait notre crypto rapport. Donc ici, on va regarder tout ce qui se passe au niveau de l'actualité Bitcoin et blockchain en général, mais principalement Bitcoin. On va vraiment faire le tour du monde, voir tout ce qui se passe et revenir vraiment sur les éléments et les événements forts de la semaine. Donc bien évidemment, la baisse du Bitcoin, ce qui s'est passé, ce que l'on en dit un peu dans les médias spécialisés et à travers les grands médias. Pourquoi? Vu qu'ici, les institutions sont ultra concernées par cela. Vous voyez qu'on attend énormément d'argent, de capital qui devrait rentrer dans l'écosystème crypto, mais on se dit, bah tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on voit toujours pas cet argent qui est en train d'arriver. On parle énormément de magnifiques fondamentaux, mais les prix continuent à baisser. Donc on va réellement voir tout ce qui se passe, hein. Donc rappelez-vous que les émissions que l'on fait les samedis sont, on va dire, d'un autre côté bien plus, on va dire ça comme ça, elles sont bien plus théoriques, bien plus fondamentales. On regarde les catalyseurs, ce qui s'est passé réellement au niveau des événements, quelques pièces informatives qui sont des probables catalyseurs des différents mouvements que l'on voit, soit à la baisse, soit à la hausse. Et donc on fait une synthèse de tout cela. Et durant le reste de la semaine, donc du dimanche au vendredi, là on fait les crypto trading. Donc rendez-vous demain pour tout ce qui est analyse technique, price action et ainsi de suite, et parallèle entre catalyseur, news, événements et réellement relation avec le prix, etc. Ok, donc là on y va. Bien évidemment, vous savez bien que toutes les news, tout ce que je vais analyser ici, tout ce que vous allez voir comme articles, liens et ainsi de suite, tout ça vous l'aurez dans la description de vidéo, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Ok, donc on y va. Et bien évidemment, vous savez déjà où me retrouver, moi, sur www.ictune.com. Là, vous avez tous les services et toutes les solutions que la compagnie est en train d'offrir. Donc, venez et profitez-en, jetez-y un œil et on aura pas mal d'informations qui vont venir compléter la page afin que les informations soient bien plus spécifiques et bien mieux détaillées. Ok? Donc là, ici, on va commencer et on va d'abord regarder un peu ce qui se passe au niveau global. Quels étaient vraiment les gros titres, hein. Donc déjà, on va avec un personnage très connu. Donc ici, Tom Lee de Funstrats, pardon. Vous voyez, ex-JP Morgan, maintenant qui est à la tête d'une boîte de stratégie et d'analyse et de recherche, principalement pour les boutiques de Wall Street. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On voit vraiment la baisse, hein. Donc rappelez-vous, on était à des niveaux bien plus hauts, mais on est en dessous des 7000 et voire même en dessous des 6005. Et donc là ici, on parle réellement de tout ce qui s'est passé au niveau du déclin de ces prix très bas du Bitcoin. Et la grande ligne ici, c'est quoi? Ah bah tiens, les futurs, donc les contrats futurs CBOE, CMOE, arrivés à maturité, donc à leur échéance trimestrielle, mensuelle, ainsi de suite, ont mis de la pression sur la baisse. Donc vous voyez que maintenant, lorsqu'on est déjà dans une phase de baisse, rappelez-vous, on l'a vu déjà depuis la semaine passée, depuis déjà pas mal de temps, lorsqu'on est dans une phase de baisse, on est en train de baisser, on continue à baisser, le Bitcoin va continuer à aller bien plus bas et rappelez-vous, on l'a vu la semaine passée, on l'a dit, on l'avait commenté, on va commencer à nous rajouter n'importe quelle news. Maintenant, n'importe quelle raison est bonne. Donc, c'est encore enfoncer des clous dans le cercueil du Bitcoin et vraiment le clouer et l'enfoncer encore bien plus bactère. Donc, continue à baisser. Donc, maintenant, là, ce sont des choses qui vont commencer à être rajoutées. Donc, là, on va commencer à avoir de plus en plus de personnalités, des spécialistes, des analystes, des traders, enfin, tout ce que vous voulez. Et ben non, chacun va venir donner rajouter son petit grain de sel et dire, tiens, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Selon moi, il y a aussi eu ça, eu ça. Et donc voilà ici, Tom Lee, lui, nous parle exactement de ce que l'on a eu directement, comme il dit, c'était donc le leader, enfin ce qui a dirigé vraiment, ce qui était le catalyseur principal, c'était l'expiration des futurs. Et donc comme il suggère, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a vu le prix du Bitcoin avoir des mouvements ultra baissiers. Donc voilà, donc là c'était l'expiration du CBOE, et donc là voilà exactement ce qui se passe, et on voit exactement tout cela. Donc là, rappelez-vous, ça on va voir ça demain au niveau technique et au price action. Donc là, voilà, ça c'est numéro 1, Tom Lee qui en parle. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici? Là maintenant on a quoi? Manipulation. Donc là maintenant on parle de manipulation et que c'est en train de se passer. Rappelez-vous, les contrats futurs permettent la manipulation selon certaines personnes. Il y a pas mal de thèses comment dirais-je, qui soutiennent cela. Rappelez-vous que ça on a déjà vu. Donc si vous regardez dans le canal, il y a beaucoup de vidéos qui reviennent sur cet historique et j'ai montré le fonctionnement des futurs. Vous voyez que le Bitcoin est un actif qui est tout neuf. On va dire, quand je dis tout neuf, non, ça fait 10 ans qu'on a le Bitcoin, mais on a des dérivés du Bitcoin, ça fait pas longtemps. Vous voyez, ces contrats futurs sont arrivés fin 2017. Donc là, j'ai déjà fait une vidéo spé, donc recherchez-la dans le canal, elle est là en archive, où on montre réellement d'autres actifs qui sont depuis bien plus longtemps et qui ont des futurs et des ETF, donc des dérivés, plus les sous-jacents, et voir vraiment comment dirais-je, le concept et le mécanisme de cela, et pourquoi est-ce qu'on parle de manipulation. Comment est-ce qu'un dérivé, un futur, peut, comment dirais-je, exercer de la pression sur le véritable sous-jacent. Donc tout ça, je l'ai expliqué en prenant des exemples du Nasdaq et autres actifs, le gold, ainsi de suite. Donc là, regardez cela. Mais vous voyez que maintenant, comme je l'ai dit, maintenant, tout ce qui est en train de se passer, c'est ça. On parle de quoi?
de manipulation, que ce serait toxique. Et ici, ouais, comme dit l'article, 55% de la valeur du Bitcoin perdue ici juste en 2018 et ce n'est pas fini. Donc là, vous voyez que maintenant, bah voilà, tout le monde commence là à sortir et à raconter cela. Et on parle ici de relations entre les contrats futurs, le Tether et Bitfinex qui auraient été utilisés pour cela. Donc oui, une grosse manipulation à un très haut niveau, au niveau institutionnel. Mais cela n'empêche que le Bitcoin va dans une direction qui, comment dirais-je, pour ceux qui savent en tirer bénéfice, c'est-à-dire ceux qui peuvent mettre des shorts dans cette partie et ceux qui veulent accumuler à des prix bien plus bas, ben pour nous c'est positif, c'est parfait. Donc peu importe ce qui se passe, mais la direction elle est mise, le Bitcoin va atteindre un certain niveau et nous on en profite pendant cette baisse là. Donc vous voyez là c'est ce qui se passe et ici c'est pas n'importe qui parle de cela, c'est comme vous voyez ici Brian Sutherland, donc le Chief Investment Officer de Equity Armor Investment. Donc là voilà, donc il parle un peu de cette idée, il conteste aussi cette idée et vous voyez qu'ils ont été invités dans pas mal de plateaux, donc CNBC où Monsieur Tom Lee est souvent invité et donc là vous voyez ici c'est quoi, ben il y a cette personne qui conteste les thèses soutenues par un professeur, donc John M. Griffin et Amin Shams ici de l'université de Texas, qui ont soutenu la thèse de manipulation. Pourquoi? Parce qu'ils ont observé, comment dirais-je, le comportement du Bitcoin et des contrats futurs. Donc vous voyez que là, il y a pas mal de cerveaux qui se sont mis à travailler, à développer des thèses autour de cela. Donc là, c'est pas mal, très important. La grande contestation qui se passe ici, c'est quoi? C'est que ce monsieur qui lui opère dans le marché dit que ceux-ci ne savent pas de quoi ils parlent vu qu'ils n'ont jamais pris de risque dans le marché. Donc c'est ça aussi la chose. Donc là, il y a pas mal de cerveau et on va dire leur débat, oui c'est bien, c'est magnifique, maintenant on a pas mal de choses qui se passent, mais la chose étant c'est quoi, c'est que nous ce qui nous intéresse, nous c'est ceci, bon là on voit les prix en euros, c'est ceci et qu'est-ce que nous on fait concrètement, ouais c'est ça. Donc maintenant, on va commencer à avoir des personnes qui vont débattre, avoir des vidéos, des articles, ainsi de suite. Mais lorsqu'on est investi, vous voyez, moi je suis investi principalement dans toutes ces choses ici. Il y a un risque qui est pris, mais maintenant ce risque-là, comment je fais moi? Donc c'est ça qu'il faut avoir. Donc là, en tant qu'investisseur, en tant que personne qui accepte le risque avec ses actifs ici, vous devez apprendre à shut down le bruit, donc c'est-à-dire vraiment faire de sourdes oreilles et vous focaliser sur vos analyses, vos recherches et vos investigations, qu'elles soient solides, que vous ayez votre stratégie, votre système et vous devez savoir réellement comment protéger vos investissements, comment investir et comment générer quelque chose dans cet environnement. Parce que là, c'est ça, il y a énormément de bruit maintenant et là, vous n'allez cesser de le voir. Ok, donc là, voilà, même au plus haut niveau, donc à Wall Street, hein, donc vous voyez exactement ce qui est en train de se passer, même pas spécialement Wall Street, enfin, entre Wall Street et les profs d'université, voilà. Donc maintenant, on continue avec un article qui continue l'autre. Maintenant, c'est John McAfee aussi. Enfin, un article ici qui complète l'article précédent. Bah, John McAfee, vous le connaissez tous, bah, lui aussi parle de manipulation du Bitcoin, et ainsi de suite. Et voilà, comme on dit, là, c'est pour le pousser à des niveaux bien plus bas. Et ça, comme je vous l'ai dit, ça fait le bonheur de certaines personnes, notamment le mien. Moi, peu importe ce qui se passe, on a analysé des niveaux ici ensemble. Donc, quand je dis peu importe ce qui se passe pour moi, je vois le Bitcoin aller plus bas. Mais là, le Bitcoin, rappelez-vous, maintenant, on est dans un marché, dans un bear market. Donc, là, c'est pour toutes personnes qui sont en train de mettre des shorts, là, ils sont en train de gagner terriblement, donc ceux qui shortent les contrats futurs, donc les institutions qui peuvent le faire, pour eux c'est magnifique. Et d'un autre côté, ceux qui veulent accumuler du Bitcoin avec une vision du Bitcoin futur, pour eux c'est magnifique aussi. Donc moi je fais partie de ceux qui sont en train d'accumuler, donc pour nous tant mieux. Il faut comprendre le mécanisme, savoir pourquoi est-ce qu'on passe d'un bull market à un bear market et à quel moment les personnes interviennent. Vous voyez, maintenant c'est un marché de traders qui, enfin, ils sont en train de mettre cela à un niveau bien plus bas, donc on les laisse faire. Mais d'un autre côté, les investisseurs rentreront à un moment clé. Rappelez-vous, dans tout ceci, c'est à la suite de l'événement consensus de Wall Street, à la suite de laquelle, comme on a vu, monsieur Tom Lee de Fundstrat s'attendait à, même pas s'attendait, tout le monde s'attendait à avoir une grosse entrée d'argent institutionnel, donc des milliards, voire des trilliards, enfin pourquoi pas des trilliards, enfin des trilliards sont prêts, mais ça va rentrer par palier. Ils vont pas venir avec un trilliard du jour au lendemain, tous ensemble, non, ça va. Il y a un capital qui est prévu, et maintenant, ce capital-là va commencer à rentrer petit à petit. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose de très important. Et maintenant, il faut comprendre réellement ce qui est en train de se passer et quels sont les intervenants et à quel moment ils vont intervenir et comment ils vont intervenir. Donc là, il faut savoir que le marché est divisé en divers intervenants qui, chacun à leur tour, comment dirais-je, va jouer un rôle clé à un moment clé. Donc là, pour ça, je vous avais promis que durant la semaine, j'en avais souvent parlé. Ici, on va faire un tableau rapide qui va vous permettre de vous montrer et de vous montrer cela. Vous voyez qu'en 2, 3, 4, 5 minutes, enfin le temps que je vais prendre pour faire ce tableau,
Je vais vraiment souligner les grosses lignes et ensuite c'est à vous d'aller bien plus en profondeur avec cela. Donc là, il faut des années et voire même des siècles pour arriver à comprendre cela, mais vous devez comprendre les phases et qui intervient à quelle phase, qui domine le marché à quelle phase, et etc. Ok, donc ça c'est quelque chose de super super important. Donc maintenant, tous les articles qu'on a vus sont tous en relation les uns les autres. Et maintenant ici, il y a une solution. Bah, tiens, comment est-ce que le Bitcoin pourrait récupérer de sa superbe et ainsi de suite. Et ici, ben, on revient avec les mêmes intervenants. Donc c'est Monsieur Tomny encore de Funstrat et il dit bah tiens, d'un autre côté, ben, on voit le Bitcoin qui est en train de tomber bien plus bas. Vous voyez qu'il y a eu un hack ici à CoinRail, donc un exchange que très peu de personnes connaissaient. Et il y a eu l'émission de Crypto Trader de Ran Neuner que je vous ai partagé ici, donc vous l'aurez un peu plus tard. Et lui, il a posé la question, il dit comment un exchange qui est très peu connu, où il y a eu, comment dirais-je, un hack de moins de 40 millions de dollars, ou je sais plus c'était combien, enfin soit, mais un exchange très peu connu avec très peu de volume peut faire en sorte qu'il y ait autant de capital qui soit en train de migrer massivement, donc une fuite de capital massive de l'écosystème crypto et principalement du Bitcoin. Alors maintenant, les questions se posent. Donc vous voyez que maintenant tout le monde vient avec sa thèse, mais réellement, ben, on ne peut rien expliquer, mais la chose étant, c'est quoi? C'est que le Bitcoin est là où il est. Donc maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a ici? D'un autre côté, ben, on se dit, ben, tiens, une des solutions, et qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, il y a des investisseurs, il y a des scalpers, vous voyez, scalpers, traders, donc on est un peu en train d'expliquer quels sont tous les intervenants, mais il y a énormément de bruit ici dans ce que vous êtes en train de voir. Pourquoi? Ben, ça fait du bruit. Pourquoi? Parce que après, la personne, c'est-à-dire vous ou moi, on est là, on est assis, on regarde et dit, ben, tiens, ben, qu'est-ce qui se passe ici? Malgré tout ça, malgré tout ce bien, on voit quoi? On voit un Bitcoin qui est tout bas. Enfin tout bas, qui continue à baisser. Donc, vous voyez que là, la chose, c'est ça que je vous dis, il faut arriver à être loin du bruit, se focaliser sur ce que l'on fait, et maintenant, vous êtes là en maintenant votre stratégie et tout ce que vous devez faire clairement. Ok? Pourquoi? Ici, lorsqu'on revient ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Monsieur Tom Lee, avant au consensus, il parlait de quoi? D'un Bitcoin à 25 000 dollars pour la fin de l'année. Donc, il reste un semestre pour ça. Donc, Q3, on y arrive. Q4, et là, maintenant, fin d'année 2018, il parlait d'un Bitcoin à 25 000. Donc là, maintenant, on le voit à 6 500. Mais maintenant, a-t-on trouvé le bas? Donc, rappelez-vous qu'on monte toujours en A, B, C, D. Maintenant, on vient d'un B. Le B, c'était les 20 000. Le C, c'est le point de correction. Donc, distribution premièrement. Maintenant, on est rentré dans une correction qui maintenant a donné naissance à un bear market. Donc, on va bien plus bas. On a perdu plus de 50% de la valeur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tiens, on est dans les niveaux des 6 000 dollars et on pourrait continuer à aller bien plus bas, jusqu'où? Donc, une fois qu'on a atteint ce bas, il faut faire demi-tour, avoir un point pivot, donc établir notre point C et à partir de là, remonter. Mais vous voyez qu'il nous reste un semestre pour faire ça, donc il reste 6 mois. Donc en 6 mois, ce serait déjà récupérer le pourcentage que l'on a perdu. Donc là, vous voyez qu'on le voit souvent sur base des retracements de Fibonacci. Revenir au niveau de résistance, donc les hauts max, donc plus ou moins les 20 000. Et ensuite surpasser cela pour arriver aux 25 000. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses qui vont se passer. Donc maintenant, quel scénario cela va-t-il suivre? Mais maintenant, il est très important de comprendre quels sont les intervenants dans ce genre de marché et qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc là, ici, rapidement, on va aller à l'étude. On va prendre là notre jolie feuille blanche et ici ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va dessiner un peu ce qui se passe. Vous voyez que maintenant tout le monde est principalement en train de parler de quoi? On parle de tout ce qui est trading. Donc ça c'est la grande prophétie. Tout le monde réellement ouais, est en train de parler de ceci, oui, non, de trading, ceci, oui, trading crypto, trading ci, trading ça, trading ça. Vous avez vu qu'on a parlé des scalpers. Donc trading et scalping, c'est comment dirais, c'est une des facettes du trading qui est là. Ce sont des choses qui se font généralement en moins d'une minute. Donc là, on parle de secondes ici lorsqu'on scalpe. Donc on rentre rapidement que ce soit la hausse et la baisse et boum, on prend des bénéfices. Dès qu'on a une position gagnante, on sort. Donc là, voilà. Donc ça, c'est une des disciplines qui fait partie du trading. On dit que maintenant, ce sont eux qui font partie du marché. C'est eux qui sont là donc principalement. Mais ça, réellement, c'est ce qui est répondu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont, ouais, tiens, j'ai scalpé, j'ai fait autant de temps, et autant de minutes, comment dirais-je, en tant de secondes, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc là, il y a une chose. Maintenant, là, on parle des traders, scalpers, ici, et avec les traders, ici, on peut mettre tout ce qui est les speculators. Voilà, les speculators ici avec tout ce qui est trading, ainsi de suite. Et maintenant, vous voyez que toutes ces activités ici, comment dirais-je, c'est très coûteux. C'est très coûteux en quoi? En énergie. Il y a beaucoup de confusion vu qu'on ne sait pas dans quelle direction ça va être. Donc principalement, on voit la baisse, mais vous voyez qu'on tente de capturer n'importe quel mouvement. S'il y a un mouvement durant 5-10 minutes qui va à la hausse, on tente d'être là pendant 1 minute, 2 ou 3 minutes ou quelques secondes dans cette hausse, capturer cela. Donc c'est très 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 coûteux. Surtout maintenant, si vous êtes une personne qui est ici en Europe qui s'adonne à ce genre de choses. Donc rappelez-vous que tout cela vient d'Asie, donc Asia. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Toi qui es un scalper ici en Europe, tu dois être éveillé durant la nuit. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a les plus grands mouvements.
Donc, tu dois vivre réellement 24 sur 24. Donc, si tu as une vie de famille, tu vas au travail et tu fais ci, tu fais ça, ben, bonne chance. Et réellement, ben, j'ai hâte de voir... on aimerait bien voir un audit, j'ai bien dit un audit, pas une vidéo, tu dis oui j'ai fait autant, non, on aimerait bien avoir un audit sur une période trimestrielle, semestrielle et annuelle de réellement bah, comment ont été les rendements. Donc là ouais c'est quelque chose avec lequel il est très difficile de venir lorsqu'on s'adonne à cela, lorsqu'on publie ce genre de choses, lorsqu'on fait la pub de ce genre de, comment dirais-je, de ce genre de pratique, vu que là ça relève d'un travail de titan. Donc bonne chance à tous ceux qui s'adonnent à cela. Vous voyez que le marché n'est pas réellement optimal à ce niveau-là et c'est quelque chose de très 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 dur. Maintenant, ce qui est en train de se passer réellement, comme je vous dis, il faut voir les phases du marché. Donc ici, on va dessiner le marché. Le marché Bitcoin, c'était quelque chose comme ceci. On a eu ça. On est quelque part là, c'est-à-dire que le fond que l'on attend, on ne sait pas où il va être. Et ensuite, on va voir quelque chose comme ceci et aller vraiment jusqu'à la lune. Donc ça, ce sont les 20K ici. Et ici, c'est quoi? Là, c'est 2018. Ça, c'est 2017. Et ici, dans la ligne du temps, on s'attend à aller vers 2025 et le voir vers un futur prodigieux. Selon John McAfee, ce serait le million. OK? Maintenant, ici, il faut comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Et donc là, on va prendre le temps de décortiquer un peu tout cela. Ici, c'était un marché, on va dire, de awareness. Donc, awareness, c'est quoi? Beaucoup de personnes sont venues, se sont rendues compte de l'existence du Bitcoin. On a commencé à en parler. Donc, le buzz, les médias et les recherches Google. Ok, donc là, c'est ce qu'on a vu. Donc, énormément de personnes étaient là et on en a parlé pas mal, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est monté. Ici, on a atteint le pic. Le pic que l'on a atteint, là maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. On a vu la grosse désillusion et ce pic est tombé. Donc maintenant, il y a eu quoi? Migration. Donc tout le capital qui était rentré dedans, c'est parti. Aujourd'hui, on est aux alentours, on va dire, on va mettre un chiffre rond, on est aux alentours des 6 000 $. Et est-ce que ça va être le fond? Selon certaines personnes, on parle d'atteindre les 1 000 $ et d'après l'historique du Bitcoin, on parle clairement d'un 2 000 $ ici de baisse. Donc 90%, comment dirais-je, de correction à chaque fois. Maintenant, ça c'est une chose. Lorsqu'on est là, maintenant, il faut comprendre quels sont les intervenants du marché et comment ils interviennent. Alors ici, on va tracer notre fameux A, le B, le C et le D. Ok, donc on a notre A, ici, on a notre B, notre C, ici, et notre D. Pourquoi je trace ça? Parce qu'il est important de comprendre qui est qui fait quoi, qui rentre où, qui rentre quoi et qui fait quoi. Dans une première base, ceux qui veulent investir dans du long terme, ils peuvent rentrer à un point A et eux, peu importe parce qu'ils restent ici en 2017 et ils vont rester là jusqu'en 2025, 30 et ainsi de suite, etc. Donc ils ont cette première phase haussière à laquelle viennent aussi tous ceux qui sont traders, ceux qui sont scalpers et les investisseurs aussi sont dedans. Arrivé à la phase B, dans, comment dirais-je, dans la phase correcte, dans le moment où sont les intervenants, ceux qui sont en train réellement comment dirais-je, de gérer le marché, de prendre le marché en main. Ici, là, c'est au niveau où les spéculateurs sont out et c'est ici que les traders interviennent. Donc les traders ici au niveau du trading, on intervient dans cette phase-là. Donc c'est eux qui vont venir et là et permettre quoi? Permettre la liquidité. Pourquoi? Ceux qui veulent sortir, ceux qui veulent rentrer, il faut bien quelqu'un qui soit là de l'autre côté. Donc moi qui suis spéculateur, scalper, trader, court terme, moyen terme ici, il faut que je puisse sortir là et il faut qu'il y ait des activités. Et c'est là ici où dans le marché, on a ce qu'on appelle ceux qui sont les short sellers, ils interviennent à cette partie ici pour me permettre à moi de sortir. Et vous voyez que là, il y a un autre type de marché qui est créé. Ça, c'est le marché dans lequel on est ici. Donc là, on est plus ou moins, enfin même pas plus ou moins, on est dans ce qu'on appelle un bear market. Donc là, c'est ce que l'on voit dans toute cette phase ici. Jusqu'où elle va s'arrêter, on n'en sait rien. D'un autre côté, vous savez qu'il y a la première vague d'investisseurs qui est rentrée ici et il y a une deuxième vague d'investisseurs qui est rentrée là. Rappelez-vous que les investisseurs long terme n'interviennent que dans les prix les plus bas. Eux, ils veulent une négociation, donc ils veulent que le marché vienne à eux. Eux, ils ne courent pas après le prix. Ceux qui courent après le prix, ce sont les scalpers et les spéculateurs. Les traders, ils sont là, ils ont une fonction clé qui est de quoi pourvoir de la liquidité et permettre aux investisseurs et à d'autres intervenants du marché d'être là. Donc en gros, on peut parler de market making. Mais donc là, il y a beaucoup de termes, je sais que je vous balance maintenant, mais c'est pour comprendre la structure réelle du marché. Maintenant, on arrive ici à ce point qui est le point C. Ou maintenant, là c'est le point qu'on est en train de déterminer maintenant. Donc 6 000, ça va être les 2 000, ça va être les 1 000, ça va être plus bas, ça va être 50 $, on n'en sait rien. Et là les investisseurs sont prêts. Rappelez-vous, on parle de quoi? D'après le consensus, oui, institutional money, donc de l'argent institutionnel qui devrait rentrer. Il y a énormément de capital qui est prêt, mais ils ne vont jamais rentrer à 20 000, ils ne vont jamais rentrer à 6 000, ni quoi que ce soit. Donc ce qu'ils font, c'est quoi? Ils rentrent petit à petit.
lorsqu'ils voient que c'est en train de baisser, ils ont un capital qui était déterminé et ils sont là prêts à rentrer petit à petit. Une fois que le marché va atteindre des prix bas, donc c'est-à-dire on va avoir une stabilité à un certain niveau, 6000, 2000, 1000, là personne n'en sait rien. C'est pour ça qu'on doit toujours réévaluer nos positions et avoir une stratégie qui s'adapte aux conditions et à l'environnement dans lequel on est en train d'évoluer. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là, c'est là où les institutionnels vont être là. Donc là, on va voir quoi? On va avoir un équilibre, donc l'hémorragie va s'arrêter et réellement, vous voyez, ce patron de retournement. Et là, on a une deuxième phase de in et c'est ici qu'on attend les grands hedge funds, les grands ceci, les grandes institutions, entre parenthèses, qui eux rentreront lorsque le marché va être pour eux. Donc vous voyez là, maintenant, le marché est sorti. Les traders, les spéculateurs ont fait leur fonction de ramener le marché là où il devrait être ramené. Là, c'est-à-dire au point C. Maintenant, on a une deuxième phase, la phase des institutions, des investisseurs qui vont venir pour faire quoi? La deuxième jambe haussière. Et c'est là qu'on repart dans un nouveau cycle. Et là, donc là, on rentre au point C. Les grosses institutions avec beaucoup de capital vont rentrer dedans pour revenir à ce qu'on appelle un point D. Et un point D, des personnes qui veulent quoi? Prendre des bénéfices. C'est-à-dire quoi? Tiens, là, on est rentré à un super point, on a gagné pas mal. Tiens, j'aimerais bien prendre pas mal de bénéfices. Pourquoi? Il y a un autre actif que je regarde d'un autre côté qui me plaît. J'ai envie de rebalancer mon portefeuille. Le money allocation, donc là, je suis dans les cryptos, j'ai envie de retourner un peu dans les bons, retourner un peu dans les commodités, retourner un peu dans le stock market. Donc là, il faut quoi? Tiens, il faut des intervenants, des personnes qui me permettent de sortir, des personnes qui me pourvoient de la liquidité. Donc moi, j'ai acheté bas, je veux revendre haut, mais il faut des acteurs qui soient là. Et c'est ici que réinterviennent les traders. Et c'est là, en général, dans les points D que l'on voit pas mal de volatilité. Et après quoi, une autre distribution. Donc là, ce sont des choses saines. Le marché a des cycles pareils. Donc oui, ce sont des ondulations qui vont comme ceci. Dans ces cycles-là, mais en général, ça va dans quoi? On a une tendance. Vous voyez que pour le moment, tout le monde a un terme, c'est tout le monde est bullish on cryptos. Donc là, si on est 2018, on s'attend à voir ça, on va dire en 2028, bien plus haut. Mais il y a des cycles. Et à chaque cycle et à chaque phase, il y a des intervenants, il y a des acteurs qui sont clés. Chacun a sa fonction. Vous voyez, lorsque vous montez dans un avion, on part d'un point A pour aller à un point B, mais il y a des choses. Donc, premièrement, vous arrivez à l'aéroport, vous passez le checking, ensuite, il y a la porte d'embarquement, ensuite, vous embarquez, ensuite, les hôtesses vous disent ceci, mettez toi, là, ensuite, le pilote, il arrive, et on fait le voyage, et on arrive. Donc, il y a des intervenants à chaque étape de votre voyage. Et ici, c'est pareil. On est dans un voyage, on s'embarque dans un voyage risqué, comme notre avion peut s'écraser, donc c'est un voyage risqué. On décolle en 2018 pour tenter d'arriver en 2028, donc 10 ans plus tard, avec des gains bien évidemment, mais à chaque phase du marché, il y a des intervenants. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc ici, j'ai pris le temps réellement de synthétiser le tout pour vous expliquer un peu le tout parce que quoi, il y a énormément de bruit qui est en train de se passer, il y a énormément de concepts, de thèses, de théories, de je ne sais quoi, et là maintenant c'est un brouhaha, mais ça n'empêche que quoi, qu'on est en train de voir une phase de baisse, et là c'est la phase de baisse, rappelez-vous, ceux qui sont en train de dominer maintenant, ce sont les traders à moyen terme et une partie de scalpers qui sont là. Pourquoi? Ceux qui font du high frequency trading. Maintenant, le scalping est fait principalement par de l'intelligence artificielle. Donc, avec tous ceux que vous voyez au niveau algorithmique qui sont là et aidés par quoi? Ils ont des outils pour le faire. Il y a des ETF et principalement des contrats futurs. Rappelez-vous, ici, on met beaucoup d'accent sur les contrats futurs nord-américains, mais sachez qu'il en existe ailleurs dans le monde et que ailleurs dans le monde aussi, il y a des personnes qui peuvent continuer à opérer avec du levier bien plus important de ce qui est aux États-Unis. Pour le moment, il n'y a que le côté Wall Street qui est mis en avant, mais il y a des opérateurs bien plus importants en dehors des États-Unis et principalement en Asie où ils peuvent faire des choses bien plus grandes, bien plus impactantes que ce que l'on voit aux États-Unis. Les États-Unis, c'est, on va dire, c'est là où les feux des projecteurs sont mis. Pourquoi? Parce qu'on attend le king dollar. Rappelez-vous que le dollar, ça reste quand même la monnaie réserve mondiale, donc il y a énormément d'importance. Donc qui dit dollar, dit Wall Street et ainsi de suite. Donc là, c'est le côté média et le média pousse là-dessus. Donc vous voyez bien que lorsqu'on donne la référence du prix en Bitcoin, on devrait le mettre en yen, vu que c'est là, c'est la monnaie la plus importante au niveau des cryptos pour le moment et du Bitcoin. Mais non, on la met en dollars. Pourquoi? Parce que le dollar reste le king dollar, c'est la devise de réserve. Donc c'est pour ça que le pays qui émet le dollar, c'est les États-Unis, avec son marché et tout ce qu'il y a, ils seront toujours mis sous les feux des projecteurs et c'est toujours vers eux qu'on va regarder. Mais ceux qui font des analyses très poussées et des recherches ainsi de suite, vous voyez bien que tout cela, ça vient de quoi? Ça vient du Japon, donc d'Asie, Japon et Corée du Sud principalement. D'où vous voyez que dès qu'il y a des hacks là-bas, vous voyez déjà les répercussions que cela a. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc vous voyez que là, il faut arriver à couper le bruit et réellement savoir ce qui se passe. Donc là, voilà pourquoi est-ce que je vous parle souvent des mécanismes et des concepts qui sont derrière les marchés financiers. C'est très important de les comprendre, savoir quels sont les intervenants, dans quelle phase on est et jusqu'où on va aller. Vous voyez que nous, on n'est pas dans les grosses institutions.
institutions. On n'a pas l'armée nécessaire. C'est quoi l'armée ici? C'est le capital. Ils ont des capitales en milliards. Vous voyez que ce sont des milliards qui sont en train de bouger. Un hack de 40 millions a fait en sorte qu'il y ait une migration de 40, de je sais pas combien de milliards c'était. On a vu une chute de l'ordre de 10 milliards. Donc, faut un peu se remettre ça, comment dirais-je, le remettre en perspective. On parle d'un hack de 40 millions de dollars, ok, qui est survenu à CoinRail, voilà. Et ça a poussé vers la exit door des billions de US dollars. Plus ou moins de 10 milliards. Vu qu'on était à 300 milliards, on est tombé à 200 et des poussières et même plus. Donc 10 plus, donc 10 plus milliards. Donc je répète, pour qu'on voit, faut voir un peu les choses en perspective. Un hack de 40 millions a provoqué une fuite de plus de 10 milliards de dollars. Un hack de 40 millions de dollars a provoqué une fuite de plus de 10 milliards de dollars. Je répète encore, un hack de 40 millions de dollars a provoqué une fuite de plus de 10 milliards de dollars. Et à ça, vous rajoutez les contrats futurs, les ci, les ça, les ça. Mais cela, on va garder cela en background. Il faut comprendre que quoi? Qu'il y a un cycle de marché comme ceci et que pour le moment, on est ici, dans ce cycle-là. Et maintenant, il faut savoir quelles sont les personnes qui interviennent ici parce qu'ils font partie de ce système, ils font partie de ce mécanisme. Et là, c'est dans le bear market. Et là, il y a des intervenants clés qui ont une fonction clé. Et lorsqu'ils auront fini leur fonction clé, ben là, maintenant, on va passer à autre chose. Rappelez-vous qu'il y a toujours les bulls, donc ceux qui sont haussiers, et c'est un match contre les bears. Oui, pour le moment, on est dans un, donc les bulls ici ont plusieurs, donc là, on est dans un bear market pour le moment, donc ce sont eux qui contrôlent, et là, il y a les différentes facettes. Rappelez-vous, comme je dis, ben, lorsque vous allez voyager, il y a différentes personnes qui vous attendent à chaque étape de votre voyage, jusqu'à monter dans l'avion. Okay? Donc ici, c'est pareil. Donc c'est bien quand le temps que j'ai consacré à faire ceci, là c'est pour vous faire comprendre certaines notions, tout ne va pas être compris au maximum, il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de terminologie, ben là sur base de ce que vous avez, ben vous prenez des notes, c'est pour ça que c'est une vidéo, vous pouvez revenir en arrière, mettre sur pause, ralentir la vélocité, donc la vitesse à laquelle je parle, ainsi de suite, et là prendre des notes et aller regarder ça, donc faire des analyses et des recherches pour être sûr de bien comprendre ce qui se passe. Et ça, comme je vous le dis, et là vous comprenez que le trading, il existait avant les cryptos et que les cryptos aujourd'hui ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Ce sont des choses qui sont déjà survenues dans d'autres classes d'actifs. Donc en étudiant ça, ce que l'on voit ici dans le Bitcoin, on va dire ça, pour moi, il n'y a rien de surprenant. Pour ceux qui sont là, ou il n'y a rien de surprenant. Mais maintenant, quoi, il y a une amplitude, un autre impact qui est donné par rapport à ça, quoi, ben, aux personnes qui sont novices, à ceux qui sont non initiés, à ceux qui ne comprennent pas, à ceux qui sont arrivés dans ce monde-là via les cryptos. Et donc là, ben, voilà, vous allez en ramasser dans tous les côtés. Vous êtes vraiment livré aux quatre vents. C'est ça la chose. Donc là, si vous êtes livré aux quatre vents, maintenant c'est la panique qui est générée. Pourquoi les médias génèrent cette panique? Ouais. Mais lorsque vous savez ce qui est en train de se passer, ben, vous savez rester cool. Vous êtes comme une montagne. Ouais, une montagne ne bouge pas lorsqu'il y a du vent. Elle reste là, elle est figée. Ouais, c'est ça le truc. Parce qu'elle sait exactement ce qui se passe et on a vu d'autres. Ouais, donc là, maintenant, c'est très, très, très important de comprendre ça. Donc là, c'était la première phase, la phase globale, la phase d'introduction. Donc voilà exactement tout ce qui s'est passé. Maintenant, on continue. Maintenant, par rapport à ça, en revenant maintenant par rapport au hack et tout ce qu'on a vu quoi, ben, qu'il y a une plateforme maintenant qui est en train de classer les exchanges par liquidité, sécurité et reliability. Donc vraiment ça, s'ils sont vraiment fiables. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses et vous voyez que les points très importants, c'est les points de cybersécurité. Donc en général, bah tiens, en regardant ce ranking-là, bah tiens, bah moi maintenant, lorsque j'ai du capital risque, je peux dire, bah tiens, cet exchange-là est bien noté, donc j'irai pour celui-là. Donc imaginez-vous là maintenant la place où une personne n'aurait pas envie d'être, c'est à CoinRail. Mais vous voyez que CoinRail, c'était récemment. Avant ça, on avait eu CoinCheck au Japon, on a vu, je ne sais pas quoi, il y avait eu MTGOX, il y avait eu le problème avec Upbeat en Corée du Sud en relation avec MTGOX au niveau des fraudes, au niveau des hacks, donc il y en a partout. Donc ça ne va jamais s'arrêter. Donc là, sachez qu'il y a du risque partout, où que vous soyez, même dans votre exchange préféré. Donc même moi qui ai des exchanges, des wallets, ainsi de suite, il y a un risque partout. Donc par rapport à ça, il faut être super vigilant et réellement savoir comment se protéger. N'oubliez jamais que c'est le capital risque que vous avez mis là-dedans. Ça aussi, c'est une des choses qui est en train de freiner les investisseurs institutionnels pour rentrer réellement.
Donc, ils veulent voir plus de sécurité au niveau de quoi? Ben, au niveau de leur wallet et de leurs investissements. Vous voyez que ce sont déjà des choses qu'ils ont. Ils ont déjà de l'assurance avec Wall Street, comment Wall Street fonctionne. Et donc là, vous voyez que maintenant, ben, il y a pas mal de choses. En plus de la régulation, ben, il y a aussi la sécurité physique de ce que j'ai. Quand je dis physique, entre parenthèses, pourquoi? Ben, là, ce sont des actifs qui vivent sur le cloud. Donc, ça vit sur Internet, c'est digital, c'est virtuel, tout ça. Donc, voilà. Donc là, maintenant, ben, vous voyez que des hacks, on n'arrête pas de voir cela. Donc, il y a des personnes aussi qui vont mettre des milliards. Il y a des fonds de pension, des hedge funds, tout ce que vous voulez, qui vont venir mettre des milliards dedans, voire même des trilliards. Et on n'aimerait pas qu'il nous arrive un problème. Rappelez-vous, on peut mettre des trilliards, comment dirais-je, dans du gold ou dans du pétrole. Ben, c'est physique, il est là. Oui, j'ai quand même l'actif physique qui est là. Donc là, le titre que j'ai, que je trade ici, ou dans lequel j'ai investi à travers dans le monde digital, ben, il est backé, il y a une sécurité derrière. Vous voyez, je peux avoir l'action d'Apple, ben, Apple, voilà, il peut se passer un truc, mais il y a une sécurité. J'ai un document qui prouve que quoi, ben, tiens, que moi, monsieur Serge, ben, je suis actionnaire de telle compagnie, j'avais autant d'actions, donc ça me donne une sécurité de autant de pourcents dans les revenus et dans la compagnie Apple. Vous voyez, tout simplement. Donc là, c'est ce côté sécuritaire. Vous voyez, c'est enregistré quelque part. Mais avec les cryptos, ben, c'est différent. Et vous voyez qu'on n'y est pas encore là. Pourquoi? Il n'y a pas encore assez de régulation. Ce n'est pas standardisé au niveau mondial et surtout c'est décentralisé. Il y a une nature décentralisée de la chose. Donc vous voyez que là, tout ça, quand vous prenez tout ça, eh ben, ça fait un sacré volcan. Donc dès que le volcan a une éruption, c'est haussier comme ça peut être baissier. Ok, donc là, voilà les solutions qui sont mises en place. Donc ça, c'était notre introduction au niveau Bitcoin global. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a ici? Ben là, maintenant, ben, on va aller un peu plus en profondeur. Ici, on a Roger Ver, donc appelé comme Bitcoin Jesus, le patron de Bitcoin.com. Et ici, il a donné une présentation à Hong Kong lors d'un événement blockchain et crypto. Et il parle réellement ben, des grandes différences entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Et là, il revient, il base le tout sur quoi? Voilà, l'événement, c'est CoinGeek.com conférence à Hong Kong. Et il base le tout sur quoi? Sur l'étude du white paper de Satoshi Nakamoto. Il revient vraiment sur les fondamentaux basiques de ce que c'est. Donc la différence entre les deux et sur ce qui est mis dans le white paper. Donc c'est très important d'étudier ce white paper et de comprendre qu'est-ce que le Bitcoin aujourd'hui, comment est-ce qu'il a commencé, pourquoi est-ce qu'il n'est plus fidèle à l'idéologie et ce qui a été mis dans le travail, donc le white paper de Satoshi Nakamoto, et pourquoi est-ce que le Bitcoin Cash lui remplit ces fonctions-là. Et maintenant, bah voilà, c'est le fait que le Bitcoin se soit écarté, donc dévié. Donc maintenant le Bitcoin c'est autre chose et qui a donné naissance, on va dire, à tout ce qui est altcoin. Donc tous ces altcoins sont nés de quoi? Bah, du white paper de Satoshi Nakamoto, vu que chacune d'entre elles est là en train de mettre en avant un des aspects retrouvés dans ce white paper. Donc c'est très important de l'étudier. Et là, bah, dans les 20-15 minutes qu'il a pris de sa présentation, il revient sur les faits les plus importants, les plus grosses lignes. Donc là, c'est bien pour s'en inspirer et pour vous continuer à faire vos recherches et vos analyses. Continuons maintenant. Qu'est-ce que l'on a ici? On parle des security tokens. Donc vous avez vu que maintenant il y avait cette nature décentralisée, c'était le marché avant 2018. Maintenant vous voyez qu'en maintenant en 2018 on parle de quoi? On parle de security token et utility token. Donc maintenant on a Ryan Neuner, donc un personnage de qui on va parler, de quel on parle de plus en plus, vous voyez, à travers CNBC, vous l'avez vu, on l'a cité dans les premiers articles, qui lui était un événement donc un peu partout dans le monde. Et voilà, il parle avec les personnes clés qui sont en train de mettre sur pied des security tokens. Et principalement ici, il a eu un long entretien avec ceux de Polymath. Donc Polymath est en train de mettre cela sur pied. Donc là, voilà, donc c'est super intéressant. Et bien sûr aussi, ils sont aussi revenus sur ce qui s'est passé sur cette baisse, régulation, security token, utility token, décentralisation, crypto, les crypto alternatives, le marché en général, où va-t-il aller, d'où il vient, pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce qu'on attend, les institutions, donc très intéressant. Donc voilà, c'était au World Blockchain Forum là de New York, donc comment dirais-je, super interview. Et voilà, donc là ce sont toutes les compagnies qui étaient là, mais principalement c'était, comme vous voyez là, Polymath qui est vraiment été mis en avant ici, et c'est surtout eux, comment dirais-je, qui ont vraiment mené la barque. Donc il y a des très longs entretiens avec eux pour réellement expliquer ce qu'ils sont en train de faire au niveau des security tokens et tout ça. Donc là, super vidéo ici. Continuons. On a quoi? Maintenant, on voit le Bitcoin intégration au niveau de quoi? Du real estate. Donc, vous voyez que le marché de l'immobilier, c'est un super grand marché. Ce n'est pas très liquide. Vous voyez que c'est des bons placements pour de l'immobilier, pour du long terme. Mais maintenant, le Bitcoin et le blockchain viennent changer le tout. Donc, ici, vous avez un promoteur de real estate, donc d'immobilier, qui explique l'intégration du Bitcoin et de la blockchain au niveau du marché des investissements immobiliers. Et donc là, c'est révolutionnaire. Rappelez-vous, imaginez-vous, vous achetez un immeuble à 1 million et vous ne pouvez pas le revendre dans la seconde. Tandis qu'acheter une sécurité, donc dire une action ou un bitcoin, ça peut être fait dans la seconde. Si vous faites du scalping ou si vous faites du trading aujourd'hui, demain, 15 minutes, dans 1 heure, dans 3 heures, dans 4 jours, dans une semaine, dans un mois, c'est liquide, je peux le vendre.
Vous voyez, mais maintenant ici, l'intégration du blockchain et surtout du Bitcoin permet qu'il y ait pas mal de choses qui soient faites au niveau de l'immobilier. Donc c'est quoi? Le blockchain et son côté décentralisé permet de quoi qu'il y ait plusieurs personnes qui soient propriétaires d'un immeuble. Donc à travers des smart contracts, à travers le Bitcoin, tiens, on peut être plusieurs étant, imaginez-vous, on a la Tour Eiffel, on a un contrat de propriété sur la Tour Eiffel et moi j'ai envie de revendre ma part. Oui, je ne veux pas physiquement attendre de revendre la Tour Eiffel ou revendre, qu'on ait vendu la Tour Eiffel afin que je touche ma part. Ça peut prendre 10 ans et il peut se faire qu'il n'y ait personne qui veut être dedans. Mais à travers le Bitcoin et le blockchain, tiens, je peux juste revendre ma part, reprendre ma part et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne la reprendre. Vous voyez, donc là, c'est ce côté liquide, ce côté international, ce côté global, ce côté décentralisation qui permet cela. Maintenant, vous voyez, comme on le dit ici, l'intégration du blockchain dans le marché de l'immobilier. Donc, c'est quoi? Pour voir de la liquidité et de la facilité dans les transactions et dans les transfert de propriété. Vous voyez que maintenant, on n'a pas besoin d'aller chez le notaire, qui est ci, qui est ça, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Blockchain, instantané, smart contract, c'est tout ce qui va avec. Donc, vous voyez, ça, c'est la puissance réellement de tout ce qu'on voit au niveau de la décentralisation du blockchain et une application ici au niveau de l'immobilier. Et là, vous avez une personne qui le fait et qui a déjà commencé à le faire de manière internationale. Donc, voilà. Continuons ici. On va où maintenant? Maintenant, on a quoi encore ici? On a une des personnes qui bosse à Circle. Donc, je ne sais plus quel était son titre exactement, mais voilà, la dame que vous voyez ici travaille à Circle. Et là, elle vient parler un peu de tout ce qui est crypto, blockchain, de l'adoption, donc de tout ce qu'on a vu, hein, le prix. Qu'est-ce que Circle est réellement en train de faire? Leur offre pour les grands investisseurs, donc les investisseurs institutionnels. Rappelez-vous, Circle avait acquis Poloniex et Circle lui-même appartient à Goldman Sachs. Donc là, ce qu'eux, ils sont en train de faire, comment est-ce qu'elle voit ce qui est en train de se passer, le problème au niveau de la SEC, donc de la régulation aux États-Unis, ce qui se passe dernièrement avec, il y a eu beaucoup de pourparlers au sujet d'Ethereum, le rôle des contrats futurs, ce que Circle est en train de faire et aussi ce que Circle maintenant a eu une mission, c'est quoi? C'est de mettre sur place une stablecoin, donc une compétition au Tether. Mais maintenant ici, là, ce serait quelque chose de bien plus fort. Voilà, ça, c'est le senior product manager. Donc, c'est celle qui est là en train de gérer les produits qu'offre Circle aux investisseurs. Donc là, voilà. Donc là, elle est revenue sur des points qui sont clés. Et donc là, vous voyez que Circle maintenant va venir avec une stablecoin. Donc une stablecoin, quoi? Vu qu'ils ont déjà pas mal, ils sont dans le système. Goldman Sachs a d'énormes clients très 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 fortunés. Et donc voilà, au lieu d'employer un Tether, ils vont pouvoir employer la stablecoin que va pourvoir quoi Circle. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, ils ont encore pas mal de nouveaux produits et ici voilà exactement ce qu'ils donnent. Vous voyez, Circle Invest permet aux investisseurs maintenant d'investir dans ces 5 cryptos là directement à travers un indice que eux-mêmes ils ont mis sur place. Donc là c'est ça, c'est très 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 intéressant. Comme vous avez vu, les 5 cryptos qu'ils ont mis, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum classique et le Litecoin. Donc vous voyez que là il y a des choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit, c'est là et c'est en train d'arriver. Donc, vous voyez, petit à petit, on est là, on arrive, tous les outils sont mis en place et eux, ils ont un focus qui est clé. C'est quoi? Les investisseurs institutionnels et qui soient confortables dans leur prise de décision et dans les investissements qu'ils font à travers des services comme ceux qu'eux sont en train d'émettre et de pourvoir à cette clientèle-là. Donc là, il y a des choses très 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 fortes qui sont en train de se faire et on va continuer à suivre cela. Alors maintenant, on a vu tout ce qui est en train de se passer, on reste aux États-Unis et on a vu que la chose clé aux États-Unis, c'est quoi? La régulation. Donc vous avez vu ce que ça fait, comme on dit ici, hein, donc là, l'un des cofondateurs de ShapeShift, et qu'est-ce qu'ils disent? Pour eux, la régulation devient de pire en pire. Voilà que ShapeShift aussi, à un moment donné, ils étaient basés aux États-Unis, mais ils ont bougé des États-Unis tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas exister. Ce n'est pas un environnement propice et favorable à tout ce qui est business, crypto et ainsi de suite, dû au lobby et de tout ce qui est en train de se passer à Washington. On voit que la SEC, la CFTC, ainsi de suite, il se passe des choses atroces là-bas et on voit que le gros problème, c'est monsieur John ici, donc il n'a pas voulu donner son nom en entier, qui bosse à ShapeShift. Lui, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est ça, hein, c'est vraiment le gros problème au niveau de... pour lui, certaines personnes à Washington ne sont même pas éduquées au niveau de tout ce qui est au niveau de tout ce qui est blockchain, de tout ce qui est crypto et ainsi de suite. Donc il y a une grosse distorsion entre ce qui se passe à New York et Washington. Avec New York, on comprend Wall Street. Washington, on comprend tout ce qui est Capitole, donc tout ce qui est gouvernement, législation, les lois et ainsi de suite. Et donc pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils bougent. Donc vous voyez là, comme on dit, que le projet a bougé des États-Unis pour aller en Suisse. Principalement où? Vous voyez que Zug, en Suisse, c'est une ville qui est un canton
qui est super crypto-friendly. Donc, vous voyez exactement ce qui se passe aux États-Unis, c'est ça. C'est un gros problème à ce niveau-là. Régulation. Rappelez-vous, on a dit que ça va être une année de régulation. Il y a énormément de problèmes qui vont être faits. Donc, tout ça aussi, c'est un environnement qui fait que le prix du Bitcoin aussi, il y est. Je ne dis pas que c'est la première chose qui est là, mais c'est un des éléments. Rappelez-vous ici que lorsqu'on fait une sauce, lorsqu'on fait une soupe, il y a plusieurs ingrédients dedans. Vous voyez. Et donc là, c'est l'ingrédient, on va dire, qui est pimenté au niveau des États-Unis et aussi au niveau mondial, vu que tout le monde a les yeux rivés bah, tiens, sur ce que va faire Wall Street, sur ce que va faire New York. Et là, bah, vous voyez qu'entre New York, Silicon Valley, donc San Francisco et Washington, bah, il y a des problèmes. On va dire entre San Francisco et New York, les choses se passent bien, mais Washington, problématique. OK? Donc maintenant, continuons. Donc là, on reste toujours aux États-Unis. Et maintenant, on reste encore avec la SEC et vous voyez que par rapport à ça, il y a toujours des problèmes au quoi régulation et les ICO. Donc les Initial Coin Offering ont toujours des problèmes avec la SEC. Ben, pourquoi? Ben, leur statut. Êtes-vous une sécurité? N'êtes-vous pas une sécurité? Vous devez reporter, vous devez faire des filings. Donc c'est-à-dire avant de lancer votre projet, ben, il faut avoir ça qui est checké. Et là, ben, il y a toujours un problème avec eux là. Ça va être le thème de l'année 2018. Donc là, ça met quand même pas mal de freins au niveau de l'adoption massive. Pourquoi? Les États-Unis vous avez vu qu'il y a différents États. Et maintenant, par rapport à ça, certains États ont choisi d'être favorables, d'autres non. Mais oui, qu'il n'y a rien qui est uniforme, qui est standardisé. Et là, si on prend juste les États-Unis et maintenant on prend l'expansion mondiale, donc là, on a encore bien plus de problèmes. Mais vous voyez que maintenant, tout le monde a les yeux rivés sur ce qui se passe aux États-Unis et on attend ça. Parce qu'au on attend, rappelez-vous, hein, qui dit États-Unis dit le money de Wall Street. Et Wall Street, c'est l'entité, on va dire ça comme ça, hein, qui est sous les feux des projecteurs, donc c'est ultra important. Pourtant, il y a beaucoup d'argent dans le reste du monde. Les compagnies de Wall Street sont des multinationales qui sont déjà en train d'opérer à travers leurs succursales japonaises, asiatiques, européennes et tout ce que vous voulez. Scandinaves, qui sont en Suisse, ainsi de suite, et tout ce que vous voulez. La preuve, vous avez bien vu que Sberbank, en Russie, qui est une banque d'investissement, donc l'équivalent d'un Goldman Sachs, mine et revend à travers la Suisse. Donc vous voyez que ce sont des multinationales. Mais ça, c'est un mécanisme qui n'est pas connu du grand public. Le grand public veut attendre Wall Street et voir le grand boom. Rappelez-vous Jimmy Dimon qui disait que là-bas aux États-Unis, oui, le crypto aussi, ça, mais ils opéraient à travers leur succursale scandinave, en Suède ou en Norvège ou je ne sais où. Vous voyez, donc là, il y a beaucoup de... Comment dirais-je, faire très attention à ce que vous voyez dans les médias. Il faut connaître réellement ce qui se passe et ça, c'est pas connu du grand public. Donc, vous voyez, c'est ça. Mais maintenant, on attend réellement Wall Street au niveau... territorial nord-américain que les choses se passent bien là-bas. Vous voyez qu'au Japon et tout ça, c'est déjà fait. Maintenant, on attend que Wall Street le fasse aussi. Ok, donc voilà. Alors maintenant, on va à Washington. On a Steve Bannon. Hein, c'est quoi? Lui, on voit qu'il a parlé, comme on dit ici, hein, qui est favorable à tout ce qui est crypto et ainsi de suite et tout ça. Et Steve Bannon, c'est un personnage très connu comment dirais-je, à Washington, donc Capitol Hill. Pourquoi? Parce que, comme on dit, c'est un mastermind derrière l'élection du président Trump. Donc c'est un de ses advisors, un de ses conseillers, une personne qui travaille dans l'ombre pour Monsieur Trump, ainsi de suite. Et donc un personnage quand même assez polémique. Bien sûr, Donald Trump aussi, le président, aussi un personnage polémique. Et maintenant, lui, c'est une personne qui, lui, est favorable à tout ce qui est crypto. Donc, vous voyez que là, on revient aussi à tout ce qui est en train de se passer à Washington. Donc, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer là-bas. Et donc, vous voyez que maintenant, il y a des noms pas très connus du grand public qui commencent à sortir. Donc là, on va voir ce que cela va donner. On reste aux États-Unis ici et on va s'intéresser un peu au niveau des produits dérivés et ainsi de suite. Et là, on parle, est-ce qu'un ETF va arriver? Et il y a déjà un ETF, comme vous voyez ici, l'ETF du Grayscale Bitcoin Investment Trust, donc le GBTC, qui est un produit OTC, donc over the counter, c'est-à-dire quoi? Il peut être tradé sur des exchanges, mais il est plutôt over the counter. Qu'est-ce que ça veut dire? Over the counter, c'est-à-dire je ne passe pas par un exchange, donc c'est décentralisé. Donc, c'est de peer-to-peer ou de business-to-business. Ceux qui veulent faire du business avec, comment dirais-je, on passe pas par le New York Stock Exchange. Par exemple, si vous voulez Apple, vous voyez, c'est comme Binance. Binance est un exchange qui nous permet d'avoir un marché. Donc, c'est-à-dire quoi? Que les vendeurs et les acheteurs viennent se retrouver à un endroit centralisé. Binance. Là, dans cet exemple ici, par rapport à cet ETF, New York Stock Exchange, les acheteurs et les vendeurs, ils viennent là. Il y a un spécialiste qui est là pour permettre en sorte de joindre les deux parties. Ça, c'est, on va dire, on a un counter. Lorsqu'on parle de OTC, donc off the counter, dire quoi? On n'opère pas au New York Stock Exchange. New York Stock Exchange, vous voyez qu'il y a des heures d'ouverture, on va dire de 10h à 16h, on est là, on opère tous, enfin de 9h à 15h30, on est là, on opère tous ensemble, après c'est fini.
On a le pré-market et le after-market, donc là c'est juste pour les grosses institutions. Mais maintenant quand c'est over the counter, peu importe ce qui se passe au New York Stock Exchange, ben, nous on peut opérer entre nous. On peut se retrouver au bar, on peut se retrouver au parc, on peut le faire par téléphone, on peut aller chez toi ou chez moi et on fait notre bise, on échange notre GBTC. Vous voyez, c'est ça. Alors maintenant il y a d'autres ETF qui devraient être créés par, ici vous voyez Van Eck Securities, et ainsi de suite, mais maintenant que ces exchanges-là soient eux régulés par la SEC et qui eux soient opérés, listés au New York Stock Exchange. Vous voyez? Donc là, permettre qu'ils soient OTC, mais aussi qu'ils soient, on va dire, centralisés. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Vous voyez qu'il y a pas mal de ces propositions d'ETF qui ont été rejetées, mais il y a toujours quoi? Ben, il y a toujours ces entités qui sont toujours là en train de lutter avec la SEC afin d'être approuvées et que ces ETF-là, ils arrivent. Donc là, c'est quoi? Lorsqu'on voit ceci, vous allez dire, oui, mais tiens, de quoi tu me parles? C'est quoi? Quel est mon intérêt ici? Non, ça c'est juste pour vous montrer qu'il y a un intérêt. Parce que des Van Eck Securities, ce sont des fonds, ouais, ce sont des asset managers. Quand on dit asset manager, c'est quoi? Ils gèrent les actifs de. Et asset manager, on gère les actifs de personnes fortunées, donc il y a de l'argent qui est prêt à rentrer. Mais vous voyez, il leur faut les outils. Donc, il y en a beaucoup qui peuvent se dire, ouais, mais tiens, le GBTC, tiens, non, j'aime pas trop. Moi, je fais confiance à Vanek et j'ai envie d'avoir un truc qui est, on va dire, bien plus solide, émis par une institution de renom. Donc là, voilà, c'est leur job. Mais maintenant, bah tiens, nous, pour qu'on ait cela, on connaît, ouais, Vanek a fait aussi des trucs pour des actions classiques et tout ce que vous voulez. Bah tiens, il faut qu'on ait la même chose pour le Bitcoin maintenant. Et ça prend du temps. Mais vous voyez que là, c'est quoi? Ça nous montre qu'il y a une initiative, ça nous montre qu'il y a quoi? Bah, il y a de l'argent qui est prêt à arriver. Mais vous voyez, comme je vous le répète tout le temps, ils n'ont pas les produits, les outils, tous les outils ne sont pas encore en place. Et ça, c'est un des outils qui va arriver. OK? Donc vous voyez ici, ils disent bien que l'année dernière, la SEC avait rejeté leur application, mais ils continuent. Donc ils doivent se dire, on dit, bah tiens, non, tel paramètre, eh ben, c'est pas conforme, ciao. Ah bah, Vanek va retourner le travail et va dire, bah tiens, on a ça comme alternative, est-ce que ça va? Et oui, là c'est back and forth, oui, on vient, on revient, on vient, on revient, jusqu'à ce que, tiens, on ait un produit qui, toutes les parties sont OK et on le lance. Rappelez-vous que c'est ça, il y a beaucoup d'argent qui est là, ce sont des asset managers, donc il y a un marché à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Les cryptos, ça intéresse. Donc là, vous voyez aussi que d'après les prévisions, on revient maintenant aux prévisions comment il s'appelle, de Tom Lee, de son 25 000 en fin d'année, ainsi de suite. Oui, mais c'est ce genre d'institutions avec leurs clients qui ont besoin de ce genre de produits afin de rentrer. Et donc là, on va voir, oui, l'entrée. Le capital, il est là. Il y a les trilliards, il y a les milliards qui sont prêts. Mais vous voyez, il faut que toute l'infrastructure, elle soit OK. Vous voyez, imaginez-vous, lorsqu'on construit une maison, vous n'allez pas rentrer dans une maison lorsqu'on est en train de faire les fondations. Ben, vous attendez que la maison, elle est finie, elle est bien fournie, elle est bien gardée, elle est bien garnie, elle est ameublée. Et là, maintenant, ben, elle est bien décorée. Et là, maintenant, ben, voilà, le propriétaire, il vient, il rentre dedans. Mais il surveille les travaux. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. OK? Donc, voilà. Ça, c'est pour les US. Donc là, maintenant, on laisse les US, on va en Asie, on va au Japon, donc le pays le plus favorable au Bitcoin pour le moment. Et qu'est-ce qui se passe là-bas pour étudier, pour éduquer les masses? Qu'est-ce que l'on a maintenant? Ben, on a des mangas Bitcoin. Vous voyez que le manga, ben, c'est typique de la culture japonaise. Et là, les japonaises, pardon, et là, maintenant, ils ont des mangas pour permettre à quoi? Ben, pour permettre d'éduquer les grandes masses. Donc là, voilà. Donc là, c'est hebdomadaire, donc weekly crypto. Et voilà une des alternatives qu'ils ont trouvées. Et donc là, c'est cool. Donc, vous voyez qu'il y a des personnages hétérmones. Voilà, il y a pas mal de choses ici. Donc voilà, ça c'est une initiative pour vraiment, ben, comme on dit, spread cryptocurrency awareness. Donc vraiment tout spread, c'est vraiment, on va dire, évangéliser, mais vraiment au sens large du terme. Donc vraiment élargir la connaissance du grand public. Vraiment, c'est ça, hein. Évangéliser un maximum de personnes afin que voilà qu'il y ait cette reconnaissance et cette connaissance des cryptos qui soit vraiment là. Donc vous voyez que ce soit vraiment ben, intégré dans la vie quotidienne. Donc là on utilise des choses que tout le monde connaît au Japon, donc les mangas. Donc vous voyez qu'il y a des initiatives qui sont faites. Alors, vous voyez que d'un pays à un autre ça change. Vous voyez que là c'est ce genre de choses, initiatives qu'on aimerait voir aux États-Unis, mais bon les États-Unis fonctionnent comme ils fonctionnent. Donc tout simplement, c'est vrai que maintenant c'est très 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 politique. Aux États-Unis, c'est très Washington. Alors maintenant, vous voyez qu'on va dans un autre pays, maintenant où on a la régulation des ICO, ainsi de suite. Et là, maintenant, ben, les choses se passent bien ici et c'est en Thaïlande. Vous voyez qu'il y a 50 projets de ICO qui sont déposés là-bas en Thaïlande, mais 5 ont été approuvés pour le moment par la SEC thaïlandaise. Donc c'est la Securities Exchange Commission. Donc là, maintenant, celle qui vient de Thaïlande, vous voyez qu'ils ont le même nom. Donc là, c'est l'autorité des marchés financiers là-bas. Et là-bas, ben, là, ça a été accepté. Mais pour le moment, 5. Il y en a 5 qui ont dit, bah, tiens, ici, dans tous les critères qu'on vous demandait de valider, bah, tiens, on valide cela. Donc ça, c'est approuvé. Et donc, il y en a 45 autres qui sont en train d'attendre. Avec là, c'est ça, les choses se mettent en place, mais c'est lent et ça arrive. Donc, vous voyez que ce n'est pas encore standardisé pardon, au niveau global, au niveau mondial, mais les choses arrivent, elles se font petit à petit.
Maintenant, on laisse l'Asie, on va en Europe. Vous voyez que maintenant, on est en plein période de mondial. Donc, le mondial, ça commence, ainsi de suite. Rappelez-vous, on avait déjà vu ça à un moment donné que M. Vladimir Poutine, avant d'être réélu, il voulait qu'il y ait des choses qui soient faites au niveau des cryptos. Et l'une des choses qu'il voulait qu'elles soient faites aussi et qui avaient été intégrées, c'était la possibilité de réserver son hôtel et de payer pour tout là-bas en Russie. Donc, là où ça aura lieu, donc en Russie, en Ukraine, avec des cryptos. Et donc, là, maintenant, bah, c'est possible. Donc, là, comme on dit ici, qu'on voit l'article, payer pour votre hôtel avec les cryptos. Et donc, ça fait pas mal de mois. Donc, si vous regardez en archive, dans les émissions que l'on a, donc, si vous êtes un abonné du canal et que vous avez suivi ça, ben, vous avez vu qu'on avait déjà couvert cette news-là avant le mondial, que ça c'était déjà une des initiatives qu'ils avaient. Pourquoi? Bah, pour permettre au, vous voyez c'est ça, spread the awareness vraiment au niveau des cryptos. Donc là ça a été fait avant avec quel événement? C'est un événement dans lequel beaucoup de personnes vont consommer. Donc il y aura beaucoup de transactions qui vont être faites. Et donc là aussi c'est un bon test. Voir si on peut intégrer et donner les cryptos comme solution de paiement. Donc principalement ici le Bitcoin. Ouais, mais avec ce qu'on a vu, ce que Roger Ver a dit au début, Bitcoin rapidité, pas rapide, mieux le Bitcoin Cash ou mieux le Litecoin, ou mieux le Dash aussi ou ça. Donc voilà, mais en gros ici c'est la star, c'est le Bitcoin. Ok? Donc voilà.